Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui donc une série d'applications concernant les systèmes à plusieurs degrés de liberté en dynamique des structures. Donc, on va essayer d'aller doucement à partir des exemples simples, puis augmenter ça jusqu'à arriver donc à résoudre un problème complet à plusieurs degrés de liberté. Donc, les systèmes à plusieurs degrés de liberté en réalité sont juste des systèmes à plusieurs systèmes d'un seul degré de liberté. Et donc, tout ce qui s'est appliqué pour les systèmes à un seul degré de liberté, on va essayer de les appliquer pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté. On va retrouver les mêmes types de comportements, donc ce qu'on appelle les vibrations libres amorties, pardon, libres forcées, les formations libres, libres amorties. Donc, je répète, les vibrations libres non amorties, les vibrations libres amorties, les vibrations forcées non amorties et les vibrations forcées amorties. C'est quatre cas qu'on a déjà vus dans le système à 1 degré de liberté. Donc, on va voir aujourd'hui les vibrations libres non amorties. Vous voyez cette voile. Donc, la formulation des équations de ce type de comportement et essayer de calculer les valeurs vecteurs d'un système à plusieurs degrés de liberté. Donc, pour cela, donc, le but de cette application est de formuler les équations du mouvement d'un système à plusieurs degrés de liberté, calculer les matrices masse, rigidité et amortissement d'un système à plusieurs degrés de liberté et déterminer les fréquences et modes propres de vibration. Donc, on a un exemple simple où on a deux masses, M1 et M2, reliés entre elles par des ressorts, donc K1, K2 et K3, et les amortisseurs C1, C2 et C3. Donc, les deux masses sont soumises à des forces extérieures P1 de T et P2 de T. Bien sûr, on a remarqué, ou bien vous remarquez que le nombre de masses est 2, donc généralement, le nombre de degrés de liberté est 2, donc U1 de T et U2 de T. Donc, on essaie de déterminer les matrices masse K et C en passant par les équations de mouvement. Et pour le cas particulier où K1 est égal à K2 est égal à K3 est égal à 4, et les masses sont les mêmes, les amortissements sont négligés, on essaie de calculer les fréquences et modes propres de vibration. Donc, un système à plusieurs degrés de liberté, j'ai dit, est un système où le mouvement est décrit par plusieurs variables, déplacement ou rotation. Donc, au lieu d'avoir une équation, on va avoir un système d'équations différentielles. Et le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de composants de déplacement requis pour exprimer les forces inertielles. Donc, pour cela, le plus souvent, on utilise la notion de nœud, et où le nœud donc, possède une ou plusieurs masses. Ça dépend du nombre de degrés de liberté par nœud que vous utilisez. Si vous êtes intéressé, donc les gens qui font un peu de numérique vont voir qu'un nœud en général a 6 degrés de liberté, 3 translations et 3 rotations. Ce qui veut dire que je peux avoir dans ma structure un nombre total de degrés de liberté qui est égal au nombre de nœuds multiplié par ces 6 degrés de liberté. Donc, juste un petit rappel, comme j'ai dit, si ça vous intéresse, généralement, donc, ça c'est un élément 3D, donc poutre, où on retrouve les 6 degrés de liberté par nœud. Donc, il a deux nœuds, donc c'est 6 degrés de liberté par nœud. Il a les 3 déplacements, donc suivant l'axe et en dehors des axes, U, V et W. Et puis, il a les 3 rotations suivant les axes, la rotation X, la rotation Y et la rotation Z. Ça, c'est le nœud complet ou bien un élément poutre complet dans l'espace. Donc, on a 6 ici et 6 ici. Ça fait quand même 12 par élément. Maintenant, si je suis en 2D, en général, l'élément poutre en 2D, il a deux comportements. Un comportement donc de traction, compression suivant l'axe, donc U, I et UJ, et un comportement de flexion, donc en dehors de l'axe, dans le plan, donc en dehors de l'axe. Cette flexion est exprimée par le déplacement donc vertical V et la rotation θ. On retrouve 3 degrés de liberté par an. Bon. En général, en dynamique des structures, comme on travaille avec des planchers rigides où les degrés de liberté donc, sont un petit peu transformés, le plus souvent, donc, on s'intéresse à ce degré de liberté. Donc, un seul par deux, c'est pour ça qu'on utilise donc, en général ce nœud qui exprime un petit peu la déformation ou bien le comportement dynamique d'une structure, le plus souvent en étage. Donc, c'est pour ça que souvent, donc, on néglige les autres degrés de liberté, on laisse qu'un seul degré de liberté par nœud, c'est-à-dire une masse et un seul degré de liberté. Donc, je reviens à mon problème. Mon problème, j'ai dit, c'est deux masses. Donc, j'ai 2 degrés de liberté.
j'essaie d'isoler donc chaque masse pour voir quel est son comportement à part. Donc là, si j'isole la masse, d'accord, une masse due à une accélération, elle développe une force d'inertie. Elle est attachée donc à un ressort, ce qui veut dire qu'elle a une force de rigidité due à ce ressort, on l'appelle FK1. Elle est attachée donc à un amortisseur qui va amortir donc la première partie, on va l'appeler FC1. De l'autre côté, elle est attachée donc au deuxième ressort et elle est attachée au deuxième amortisseur. Donc on aura FK2 et FC. Bien sûr, sur la masse 1 est appliquée une force extérieure P1,2. Vous voyez que toutes les forces sont exprimées sur l'axe. De la même manière, la masse 2, donc on retrouve l'inertie due à cette masse 2. Elle est attachée à une rigidité K2, un amortissement C2 d'un côté, une rigidité K3, un amortissement C3 de l'autre côté, et une force P2 donc sur la masse P2. Donc on retrouve FK2, FC2, FK3, FC3 et P2. Maintenant, c'est simple. On applique la deuxième loi de Newton pour chaque masse. La deuxième loi de Newton dit que la somme des forces est égale à MU seconde, pardon, qui est égale à la force d'inertie. Donc, pour la première masse, M1 U seconde 1, donc cette valeur FI1, elle est égale à P1 plus FK2 plus FC2 moins FK1 moins FC1. Donc, P1 plus FK2 plus FC2 moins FK1 et moins FC1. De la même manière, la deuxième masse, donc par équilibre ou par deuxième loi de Newton, Fi2 qui est égal à P2 plus FC3, FK3, moins FK2, moins FC2. Donc voilà, M2, E seconde 2, CP2, FK2, moins FK2, moins FC2, plus FK3, plus FC3. Attention, les forces élastiques sont proportionnelles aux extensions. On ne pas confondre avec les déplacements. En deux cas, la même chose, donc ces forces, elles sont beaucoup plus reliées à des extensions au lieu que ce soit des déplacements. Alors que, de la même manière, les forces d'amortissement, donc les FC, sont proportionnelles aux différences de vitesse au lieu que ce soit directement avec la vitesse correspondante. On va expliquer ça sous forme détaillée. Lorsqu'on prend un ressort K1, donc il a un FK1 par le principe de l'action de la réaction. Donc ce ressort FK1, il est entre, si vous voulez, entre cet appui-là et la masse M1, d'accord? Comme cet appui-là est fixé, donc il va prendre la valeur F1 est égal à K1 E1. Ici, l'extension est confondue avec le premier déplacement U1. Par contre, si je prends le ressort K2, donc le ressort K2, d'un côté, il a la masse 1, de l'autre côté, il a la masse 2. Donc, si je reprends ce ressort K2, vous voyez, donc d'un côté, il a la masse 1, donc ça veut dire déplacement U1. De l'autre côté, il a la masse U2, déplacement U. Donc, ce ressort-là, s'il est comprimé d'un côté, il sera tendu de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que l'extension, c'est-à-dire la différence de déplacement, qui va être proportionnelle par le biais de la rigidité, donc ce qui nous donne un FK2, c'est égal à K2 multiplié par l'extension qui est U2 moins 1. De la même manière, donc, U3, donc, pardon, le troisième ressort est compris entre celui-là et celui-là, donc ça c'est le deuxième déplacement. Imaginons un troisième déplacement ici qui est fixe. Imaginons donc un troisième déplacement qui est fixe. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'écrire cette expression-là. F3 c'est K3 E3. E3 c'est U3 moins U2. Comme U3 n'existe pas parce que c'est fixe, donc ça c'est 0, il me reste moins U2. Donc de la même manière ici, j'avais un U0 quelque part que j'ai enlevé parce qu'il était fixe. Et dans ce cas, donc F3 c'est moins K3 U2. Donc, de la même manière, exactement de la même manière, les FC sont proportionnels à la différence de vitesse. Donc, le premier, c'est U.1, la deuxième, c'est U.2 moins U.1, et la troisième, c'est moins U.2 parce que celui-là est égal à 0. Donc, on retrouve les trois forces d'amortissement, FC1, FC2 et FC3. Par contre, les forces initiales, donc, elles sont connues, elles sont proportionnelles donc, à l'accélération U par le biais de la masse. Donc, si je mets tout ça, donc je vais remplacer dans l'expression 1 pour la masse 1 ou la masse 2. Donc, on aura cette équation donc transformée de l'autre côté. Donc, je mets tout ce qui est force interne d'un côté et les forces externes donc de l'autre équation, de l'autre côté de l'équation. Donc, maintenant, il suffit de remplacer les différentes forces FK, FC
FK1, FK2, FK3, FC1, FC2 et FC3. Et on aura donc cette expression-là, si vous voulez, M. Ces deux expressions-là, donc suivant la masse 1 et la masse 2. Bien sûr, le système, c'est 2 degrés de liberté. Donc, avec cette écriture, je peux l'écrire sous forme matricielle. Donc, sachant que mes accélérations, donc, c'est U seconde 1, U seconde 2, mes vitesses, c'est U.1 et U.2, et mes déplacements, c'est U1 et U2. Donc, en réarrangeant sous forme matricielle, vous voyez que j'obtiens ici donc une matrice, cette deuxième matrice multipliée par la vitesse, et cette troisième matrice multipliée par le déplacement qui était égal à un vecteur P1, P2. Donc, sous forme matricielle, ça me donne la fameuse équation différentielle donc, d'un système à plusieurs degrés de liberté amorti soumis à une excitation quelconque P de t. Donc, vous voyez que ça me donne M U seconde plus C U point plus K est égal à P de t, que, avec M, c'est la matrice masse, C, c'est la matrice amortissement, et K, c'est la matrice rigidité. U seconde, c'est le vecteur accélération, U point, c'est le vecteur vitesse, U, c'est le vecteur déplacement, et P de t, c'est le vecteur force externe. Donc, vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose que les équations à un seul degré de liberté, sauf maintenant, au lieu de travailler avec un scalaire, on travaille donc avec des matrices et avec des vecteurs, parce qu'on a plusieurs degrés de liberté. Sinon, donc, c'est les mêmes types d'équations qu'on obtient dans les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Ça, c'est la première question, donc, déterminer les masses, rigidité et amortissement. Donc, la deuxième question nous demande donc de calculer les fréquences et modes propres pour ces cas particuliers. Donc, l'enregistrabilité est la même, la raideur est la même, la masse est la même et l'amortissement est nul. Donc, on essaie de calculer les valeurs et vecteurs propres, c'est-à-dire les fréquences et modes propres de vibration. Donc, on a dit au cours que pour calculer ceci, on doit passer par, donc, si je suis dans cette équation-là et que je veux calculer les valeurs et vecteurs propres, je vais négliger ceci, donc je vais négliger ceci, c'est-à-dire l'amortissement et la force extérieure. Donc, l'amortissement est négligé, la force extérieure est négligée. C'est un mouvement qui est beaucoup plus théorique, qui n'existe pas parce que normalement, chaque structure vibre jusqu'à un certain moment, donc elle est soumise à son amortissement pour s'arrêter. On n'a jamais vu de structure, donc il vibre indéfiniment dans le temps. Donc là, il y a toujours un système de frottement. Mais on a besoin de ce système-là non amorti, non forcé, pour qu'on puisse déterminer les caractéristiques propres du système. Donc, la vibration qui dépend de la direction de masse, de la loi charge-déplacement et de la manière dont la vibration est produite initialement. On peut imposer des conditions initiales non nulles de telle sorte à faire vibrer la structure selon un quelconque mode normal. Chaque mode normal propre ou naturel, dans chaque mode normal propre ou naturel, chaque point de la structure exécute un mouvement sinusoïdal autour de sa position d'équilibre. Donc ça, c'est quelques remarques qui sont intéressantes. Lorsque tous les points atteignent leur maximum, la déformée caractérise un mode normal de vibration. La fréquence la plus petite est appelée fréquence fondamentale. En théorie, les problèmes seront résolus en considérant le principe de superposition des modes normaux. On va le voir donc dans la méthode de superposition modale. Les modes normaux sont la base de la résolution des systèmes forcés. C'est pour ça qu'on a besoin de cette application-là pour déterminer les fréquences et vecteurs propres de vibration. Le nombre de modes propres sera égal au nombre total des degrés de liberté, ça c'est très important. Tous les points passent simultanément par une position d'équilibre et par leur amplitude maximale. La fréquence de vibration est donc la même pour tous les points de la fréquence propre au mode considéré. Ainsi donc, le mouvement libre non amorti n'est utile que pour la détermination des caractéristiques propres du système qui sont les pulsations et modes propres du système de vibration. Donc, on peut faire ça selon deux méthodes. Comme j'ai dit, donc, ça, c'est précisé dans le chapitre de cours, soit la méthode de rigidité, soit la méthode de flexibilité. Donc, je reviens à un petit peu la théorie rapidement. Donc, j'ai dit, si je veux calculer les valeurs et vecteurs propres, je vais annuler ceci et annuler ceci. Ça me donne cette équation. Donc, ça vous rappelle un petit peu l'équation du premier degré lorsqu'on a dit M U seconde plus K U est égal à 0. Tout ça, c'est des scalaires, alors que ça, c'est des vecteurs et matrices. Et on a dit que c'est une équation du second degré sans second monde. Ceci, donc, sa solution, elle est de type A cosinus oméga 0 plus B sinus oméga 0, ou bien A cosinus oméga 0 t moins phi, moins un déphasage. Donc là, c'est pour 1 degré de liberté. Si on est plusieurs degrés de liberté, on va supposer la même chose. Donc, ces solutions-là sont de type toujours
A cosinus oméga t plus phi, A cosinus oméga t plus, et ainsi de suite, donc avec des A qui diffèrent, on va les appeler phi. Donc ça, c'est les solutions particulières de ce système. Maintenant, si je dérive deux fois ceci pour obtenir l'extension, donc on obtient ce vecteur-là, c'est en remplaçant ceci ici, bien sûr, j'obtiens ceci, qui est donc un système d'équations différentielles. C'est un système d'équations différentielles qui va devenir un système d'équations algébriques, donc où je dois avoir une idée sur oméga au carré et les phi 1 que je cherche. Donc là, ça devient n équations à résoudre pour oméga carré et si j'écris ça sous forme matricielle, donc j'aurai cette expression-là sous forme matricielle. Or, dans cette expression, oméga 2 est inconnu et phi est inconnu, d'accord? Quand phi est différent de 0, donc la seule solution possible pour déterminer oméga carré, c'est d'avoir un déterminant de k moins oméga 2 1 est égal à 0. Donc le déterminant va me donner ce qu'on appelle le polynôme caractéristique P de lambda est égal à 0 et la solution de ce polynôme caractéristique va me donner donc n solution qui est égale au nombre de degrés de liberté totale que vous avez considéré. Donc ces n solutions deviennent n pulsations propres que je cherche, d'accord, que je peux même calculer donc des fréquences propres. On les arrange sous forme d'ordre croissant, donc de la plus petite vers la plus grande. La plus petite oméga est appelée pulsation fondamentale et je peux même calculer la fréquence fondamentale ou bien la période fondamentale. Donc là, si j'ai les oméga j, donc j'ai déjà calculé oméga j, pour chaque oméga, je vais la remplacer ici et calculer le phi correspondant à oméga. Donc ça, c'est connu. Donc ça me donne une équation donc, pour les phi i que je cherche. Donc là, c'est très important. Maintenant, il faut faire attention qu'en général, on obtient n-1 équation indépendante. C'est-à-dire qu'une des équations est répétitive. Donc, ce qui veut dire que, en général, on est dans une situation où le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnus phi. Pour cela, donc, on pose carrément donc, une des solutions est égale à 1 par exemple, et on calcule les autres composantes en fonction de cette valeur-là. Ou bien, par rapport à quelque chose, à la valeur maximale, et on calcule les autres donc, par rapport à cette valeur-là. Il y a beaucoup de solutions pratiques qui utilisent donc ce type de solution. L'essentiel, c'est que je dois poser une valeur pour calculer les n-1 autres valeurs. Ça, c'est très important. Donc, à la fin, donc, on obtient ce qu'on cherche, c'est-à-dire la matrice qui regroupe toutes les pulsations propres, on l'appelle la matrice spectrale, et la matrice qui regroupe tous les modes propres, qu'on appelle la matrice modale. C'est le but de ce calcul donc des vibrations libres non amorties, ou bien le but de toute la dynamique des structures concernant les systèmes à plusieurs degrés de liberté. On aura besoin de ces caractéristiques obligatoirement par la suite pour calculer les déplacements d'un système à plusieurs degrés de liberté soumis à une excitation. Donc, si je reviens à mon problème là, j'ai dit donc les masses sont les mêmes, les rigidités sont les mêmes, l'amortissement est nul. Donc, on revient à l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure à la question 1. Il suffit de prendre la même masse, donc la même rigidité, et ceci donc va être égal à 0. Ce qui nous donne donc, avec ces valeurs-là qu'on a déterminées dans la première question, donc on peut déterminer l'équation mu seconde plus ku est égal à 0. Donc, j'ai dit que en passant par la solution phi cosinus oméga t plus le déphasage, on retrouve donc un système à résoudre de ce type. Donc, ce qui veut dire que ça va me donner ce système donc, à résoudre avec lambda qui est égal à oméga i au carré. Donc là, si je veux résoudre ce déterminant, donc ça va être 2k moins m moins lambda 1 multiplié par 2k moins lambda m moins k multiplié par moins k. D'accord? Ça me donne cette équation. Donc, l'inconnu de cette équation, c'est bien lambda. Donc, je cherche lambda. C'est une équation du second degré en lambda. Donc, on passe par le discriminant et ainsi de suite. Donc, pour retrouver les deux valeurs, on retrouvera donc deux valeurs, lambda 1 qui est égal k sur m et lambda 2 est égal à 3k sur m. On peut calculer les pulsations propres à la racine carrée et on peut calculer les périodes propres, donc le pi sur oméga. Ça, c'est les pulsations propres que je cherche. D'accord? Maintenant, pour chaque pulsation propre, c'est-à-dire chaque valeur de lambda,
oméga au carré. Je vais la mettre ici, donc exactement ici, et je vais calculer le phi correspondant. Ça devient simple maintenant. Donc, ce qui veut dire que si je veux calculer mes modes propres, donc, je prends le K1, donc c'est racine de K sur 1, et je le remplace dans mon équation K moins oméga carré 1 phi est égal à 0. Donc, ça me donne 2K moins lambda 1, 2K moins lambda 1, 1, moins K moins K, multiplié par phi 1, phi de 1 est égal à 0. Donc, avec K lambda 1 qui est égal oméga 1 au carré, c'est K sur 1. Donc, ça me donne ceci. 2K moins K sur 1 fois 1, donc ça va être K, d'accord, et moins K moins K, et 2K moins K, donc c'est K, ça me donne ceci. Ce qui veut dire que j'aurai à résoudre K phi 1 moins K phi de 1 est égal à 0, et moins K phi 1 plus K phi de 1 est égal à 1. Donc, à cette première lecture, il semble que vous pouvez dire qu'on a obtenu l'équation, mais finalement, ces deux équations sont dépendantes. Donc, si je multiplie la première par moins 1, je retrouve la deuxième, ce qui veut dire que je me retrouve uniquement avec une seule équation, avec deux inconnus, phi 1 et phi 2. C'est pour ça que j'ai dit qu'une des équations est répétée, ce qui me donne un problème de n moins 1 équation avec n inconnus. Dans ce cas, je suis obligé de poser une des inconnues est égale à 1 et je calcule la deuxième par rapport à la première. Donc, si je prends phi 1 est égal à 1, ça veut dire que le cas s'en va, phi 1 devient égal à phi de 1, donc phi de 1 c'est le même que phi 1, que ce soit la première équation ou bien la deuxième équation. Ce qui veut dire que phi de 1 est égal à 1. Et j'obtiens le premier mode propre ou bien le premier vecteur propre de vibration. La même chose, le même travail avec oméga 2, c'est-à-dire la deuxième pulsation propre, je remplace dans mon équation ici pour retrouver le phi. Et ça me donne donc moins k phi 1, 2, moins k phi de 2 est égal à 0, moins k phi 1, 2, moins k phi de 2 est égal à 0. La même chose, il semblerait que ces deux équations, mais réellement, ces deux équations sont les mêmes, ce qui veut dire que je n'ai qu'une équation. Si je multiplie, non, c'est les mêmes, exactement les mêmes, donc sans multiplier, je retrouve les mêmes équations. Et dans ce cas, donc, vous voyez que je dois poser une est égal à 1 et je dois calculer l'autre en fonction de la première. Donc, ça me donne le deuxième vecteur propre, phi de 1 moins 1. Normalement, donc, j'ai obtenu mes vecteurs propres, j'ai obtenu mes pulsations propres, et là, donc, je peux déterminer ma matrice spectrale et ma matrice mode. Vous pouvez donc dessiner vos modes propres. Donc, ça, c'est le premier mode. Ça, c'est le deuxième mode. Je répète, il faut faire très attention. Un mode propre n'est pas un déplacement. Ce n'est pas le déplacement dynamique qu'on cherche. Un mode propre est une forme de déformation. C'est juste une forme de déformation. C'est-à-dire que si je vais négliger le deuxième mode, d'accord, je vais dire que mon déplacement sera de ce type. Et il sera bien sûr pas 1, 1, 1, mais une valeur de déplacement qui va être différente de 1. D'accord? Si ma structure est soumise uniquement au deuxième mode, c'est-à-dire je simplifie le premier mode, ça veut dire que ma structure va se déplacer de cette forme-là, avec des valeurs correspondant au déplacement et à P de T qui ne sont pas forcément 1 et moins. D'accord? Donc, je répète, un mode de propre n'est pas un déplacement. Ce n'est pas le U qu'on cherche. Le U, il est dû à l'excitation extérieure P de T. Donc, ce U-là, normalement, c'est la combinaison de cette forme-là et de cette forme-là. Et ça dépendra donc de l'excitation, parce que je peux avoir ici un 90%, par exemple, de ceci, et un 10% de ceci. Ça dépendra, donc je répète, de la force d'excitation extérieure. D'accord? Ça peut être 80-20, ça peut être 95-5. On appelle ça combien le mode va participer dans la déformée. Et ça, c'est un coefficient de participation qu'on va essayer de le voir lorsqu'on passe aux vibrations forcées avec des forces d'excitation quelconques PDT. D'accord? Donc ça, c'est très important comme remarque, je répète. C'est pour ça qu'on donne 1. Je peux donner 10, je peux donner 15, je peux donner 20, je peux donner ce que je veux, parce que je cherche que la forme, je ne cherche pas la valeur dans le mode de vibration. Donc c'est juste la forme qui m'intéresse. C'est pour ça qu'au lieu de 1, on va voir tout à l'heure qu'on peut utiliser d'autres valeurs. L'essentiel, c'est avoir cette forme-là. Donc, pour dire qu'en mode 1, c'est cette forme-là, en mode 2, c'est cette forme-là, qui vont contribuer pour me donner mon déplacement final. Donc,
Quelques propriétés donc de ces modes propres pour vous dire qu'ils sont vraiment importants. Des fois, donc, si je multiplie phi i transpose m phi j, où i est différent de j, comme j'ai 2 phi 1 transpose m phi 2, donc si je le multiplie, ça c'est phi 1 transpose, ça c'est phi 2, ça c'est la masse. Si je multiplie, je trouve qu'elle est égale à 0. Donc dans ce cas, on dit que les modes de vibration sont m orthogonaux. C'est ce qu'on appelle l'orthogonalité par rapport à la masse. Je peux calculer ceci, la même chose, par rapport à la rigidité, et je peux démontrer que ce produit-là est égal à 0, donc on dit qu'il est orthogonal par rapport à la rigidité. Deuxième propriété, c'est ce qu'on a appelé la normalisation par rapport à 1. Donc là, j'ai des vecteurs propres que j'ai déterminés, je peux les normaliser en passant par ce rapport-là, donc avec mi est égal à phi i transpose 1 phi. Donc, phi i transpose 1 phi i. Donc, pour 1, c'est phi 1 transpose 1 phi 1. Donc, ça me donne 2m, bien sûr, c'est un scalaire. Et je vais recalculer mon vecteur propre phi 1 en le normalisant par rapport à la masse. D'accord? Ça me donne ce vecteur propre. Donc, vous voyez, ce vecteur propre ou bien ce vecteur propre de tout à l'heure, il aura toujours la même forme. D'accord? Au lieu de 1, je vais prendre 1 sur racine de 1 sur racine de 2n. C'est tout. Donc, mais c'est la même forme. C'est pour ça que j'ai dit que les valeurs ne sont pas intéressantes pour nous. C'est beaucoup plus la forme qui est intéressante pour nous. Par contre, l'idéal de prendre cette normalisation par rapport à la masse, c'est parce que le produit phi transpose m phi est égal à l'identité, qui est très important parce qu'on va le voir dans la méthode de superposition modale, cette équation est intéressante pour nous. Donc là, j'ai fait pour phi 1, je fais pour phi 2 par rapport à la masse et il me donne ce vecteur-là normalisé par rapport à la masse. Ce qui veut dire donc mes deux vecteurs ou bien ma matrice modale par rapport à la normalisation par rapport à la masse, c'est ceci. Je peux faire la même chose par rapport à la rigidité, exactement la même chose, et j'ai dit que je peux normaliser par rapport à la rigidité. Donc j'utilise ce terme-là, racine de KI, avec KI qui est égal à phi transpose K phi. Donc je le fais pour K1, ça me donne ce terme-là. Je le fais pour K2, ça me donne ce terme. Ces deux, ce sont les nouveaux vecteurs propres. Exactement, j'ai dit, c'est la même chose que le 1,1. D'accord? C'est exactement la même chose que le 1,1, sauf qu'ils sont normalisés par rapport à la rigidité. Donc là, je prends la matrice modale de ceci. L'avantage de ceci, la même chose, s'ils sont normalisés, c'est que le produit phi transpose K phi est l'identique. Et ça, c'est très important, j'ai dit, lorsqu'on passe à la méthode de superposition modale. D'accord? Voilà, donc je pense que j'ai terminé cette application-là. L'essentiel de cette application-là, c'est que vous retrouvez vos matrices masse, rigidité et amortissement. J'ai oublié de vous dire que la taille de ces matrices, ou bien la taille des vecteurs accélération, vitesse et déplacement, est égale au nombre total de degrés de liberté de votre structure. Si vous avez 1000 degrés de liberté dans toute votre structure, ça veut dire que vous aurez obtenu des matrices de 1000 par 1000 et des vecteurs de 1000 par 1. Voilà, donc je pense que on a une idée sur le calcul des valeurs vecteurs propres à partir d'une résolution matricielle. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouverai donc à la prochaine application concernant les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Je vous remercie.